Wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui-là même à qui nous devons adoration exclusive. Nous le louons, nous lui demandons également de déverser sa grâce sur le notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses vertueux compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour du jugement dernier. Nous adressons le salam fraternel aux auditeurs et aux téléspectateurs. Nous sommes là pour l'émission Question de droit. Ce soir, je suis avec le frère Ousmane Tiendrebewo, qui est substitut du procureur. Moi-même, Boudé Ibrahim, je suis greffier. Nous allons nous entretenir sur la question de droit. Et ce soir, nous décidons d'aborder la question de la garde à vue. Parce que l'objectif de l'émission, c'est de permettre aux téléspectateurs et aux auditeurs de comprendre un peu comment fonctionne le système judiciaire. Parce que souvent, il y a des incompréhensions. Et cela amène des gens souvent à faire des déductions qui ne sont pas souvent vraies. Donc, si les gens sont informés, ils ont de la bonne information, cela permet aux gens souvent de comprendre ce qui se passe et d'accepter les décisions. Donc, sans tarder, assalamu alaikum wa rahmatullah, le frère Tiendrebewo. Donc, comme annoncé, nous allons aller directement dans le but du sujet. Nous allons vous demander de définir ce que c'est que la garde à vue. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala man ursila rahmatan lil alamin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah, il faut dire que comme définition, on peut dire que la garde à vue, c'est une mesure privative de liberté prise à l'encontre d'une personne à qui on suspecte d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction. Voilà, il faut que ce soit une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Donc, pour commencer, voilà ce que je peux dire. Il faut dire qu'on n'est pas forcément obligé de placer la personne en garde à vue. On a toujours le choix entre placer la personne en garde à vue ou la laisser libre. Mais on la place en garde à vue lorsque justement on estime nécessaire, et lorsque l'infraction qu'elle a commise ou suspectée d'avoir commise est une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Ok, merci. Donc, ceci étant, vous avez déjà abordé un point important. Donc, nous allons vous demander de revenir sur les conditions alors qui permettent qu'on mette quelqu'un en garde à vue. Okay, merci beaucoup, frère. Alors, il faut dire que d'abord, c'est une mesure, comme je l'ai dit, qui vise, n'est-ce pas, à priver une personne de sa liberté. Et l'autorité qui place la personne en garde à vue, c'est bien un officier de police judiciaire, bien sûr, avec la permission du procureur du Faso. Et quand est-ce ou pourquoi, n'est-ce pas, place-t-on une personne en garde à vue? D'abord, l'objectif qui est recherché, en premier lieu, c'est de mettre fin à la commission d'une infraction. Lorsqu'une personne, par exemple, est reconnue pour des actes, je ne sais pas moi, de grand banditisme, elle fait usage peut-être d'une arme pour, n'est-ce pas, commettre une infraction de vol, par exemple. Alors, pour arrêter la commission de l'infraction, il faut mettre la personne en garde à vue. Voilà, donc ça c'est un. D'abord, mettre fin à la commission de l'infraction. Deuxièmement, c'est pour garantir, n'est-ce pas, pour permettre justement à la justice ou à l'enquête de bien se dérouler en s'assurant qu'on aura toujours la personne à notre disposition. Voilà, donc c'est mettre la personne à la disposition des enquêteurs. Sinon, si elle va et vient, elle est libre, elle peut se dérober, elle peut prendre la poudre d'escampette et cela va entamer sérieusement donc la quiétude de l'enquête. Voilà. En plus de ça, on place une personne en garde à vue pour justement préserver les indices. Laisser intacts les indices qui pourront permettre justement d'établir sa culpabilité, voilà, lorsque le moment viendra. Ça aussi, c'est une raison. Ensuite, on place en garde à vue pour éviter une concertation frauduleuse, pour éviter que la personne suspectée entre en communication peut-être avec ses complices, avec des éventuels témoins, pour essayer de donner
n'est-ce pas, dénaturer, n'est-ce pas, la réalité des faits. C'est une raison aussi qui peut pousser à placer la personne en garde à vue. On peut placer aussi en garde à vue pour protéger même l'intégrité physique de la personne. Vous voyez par exemple, je sais pas, des actes de violence physique qui peuvent déboucher sur la mort. Ben, si vous ne placez pas peut-être l'auteur, n'est-ce pas, de ces violences en garde à vue, on peut enregistrer des actes de représailles. Voilà, voilà, une sorte de verdict populaire. Donc, pour protéger souvent même l'auteur présumé donc, de la commission d'une infraction, on peut placer, n'est-ce pas, cette personne-là en garde à vue pour la protéger. On place aussi en garde à vue pour garantir la présentation, n'est-ce pas, de la personne suspectée au procureur du Faso. Voilà, il ne faudra pas qu'à la fin de l'enquête, on le procureur se retrouve avec des documents sans l'auteur présumé. Donc c'est compliqué. Donc voilà un peu les raisons qui peuvent conduire à placer une personne en garde à vue, en rappelant qu'il faut nécessairement que l'infraction suspectée soit une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. Ok. Donc merci donc aux téléspectateurs, aux auditeurs. On comprend très bien que la garde à vue, bien vrai que c'est une mesure de privation de liberté, mais n'est pas toujours mauvaise, aussi bien pour l'auteur présumé et la victime. Donc merci pour ces éclaircissements. Maintenant, du moment où la personne est suspectée et qu'il est mis en garde à vue, est-ce que cette personne bénéficie des droits? Okay. Ou bien du moment où il est présumé commettre une infraction et qu'il est en garde à vue, voilà, il est déjà d'or et déjà privé de ses droits. Voilà, comme tout citoyen ordinaire. Oui, c'est ça. Non, pas du tout. On a aménagé un certain nombre de droits pour la personne gardée à vue, puisque la personne n'est que suspectée. Il faut qu'il y ait une décision de justice qui puisse établir de manière sûre et certaine sa culpabilité. Tant qu'il n'y a pas une décision de justice, alors la personne est suspectée. Alors, même ceux qui sont condamnés ont des droits, à plus forte raison, une personne contre qui on n'a que des soupçons. Donc, le premier droit de la personne gardée à vue, c'est qu'elle puisse quand même obtenir de l'officier de police judiciaire qu'il parle dans une langue qu'il comprend. Voilà, ça c'est important. C'est important. Voilà, vous arrivez, on vous arrête, on vous met en cellule, et puis on parle, vous ne comprenez rien. Vous n'avez même pas la possibilité de vous défendre. Donc, son premier droit quand même, c'est qu'on puisse lui parler dans une langue qu'il comprend. Ça, c'est très important. Voilà. Ensuite, il faut quand même dire pourquoi on l'a arrêté. Voilà. Quelle infraction il est censé avoir commis pour qu'on l'arrête. Donc, il faut donner l'infraction, la qualification, le jour où l'infraction est censée avoir été commise. Tout ça, c'est important. Il faut qu'il soit informé. Si vous l'arrêtez, il faut qu'il sache pourquoi on m'a arrêté. Voilà, puisqu'on lui dit, bon, monsieur, à partir de cet instant, vous êtes placé en garde. Il faut qu'il sache pourquoi. Ça, c'est important. En plus de ça, il a quand même le droit d'appeler son avocat s'il a un avocat. On lui dit, vous avez le droit d'appeler un avocat, de vous faire assister par un avocat. C'est très important. Voilà, depuis un certain temps, avec les modifications du code de procédure pénale, on permet à l'avocat d'assister son client depuis donc l'enquête de police. Donc, il peut bel et bien faire appel à son avocat. C'est un droit. Voilà. Ensuite, comme droit de la personne gardée à vue, il faut quand même préserver sa dignité. Ce qui veut dire quoi? On ne va pas jeter la personne dans une cellule, sans chercher à savoir si elle se nourrit, sans chercher à savoir si elle est sabrée ou non. C'est quand même une personne, et à toute personne est attaché quand même un certain nombre de droits liés, n'est-ce pas, à son statut d'être humain. Donc, il faut quand même veiller à ce que la personne puisse avoir à manger, la personne puisse avoir de quoi boire, la personne puisse faire ses besoins. Voilà. Donc ça, c'est un ensemble de droits qui est reconnu à la personne gardée à vue. Il faut aussi lui permettre d'alerter sa famille. Voilà, si cela ne va pas empiéter la bonne procédure de l'enquête. Il faut lui permettre d'informer sa femme, ses enfants, ses parents, qu'il est détenu à tel endroit. Ça, c'est très important. Sinon, on va passer de communiqué en communiqué pour chercher à savoir où est-ce que elle est détenue. Donc, c'est un ensemble de droits qu'on aménage donc pour la personne gardée à vue. Ok. Merci beaucoup pour ces détails. Ça veut dire que, quoi qu'on soit arrêté, on bénéficie toujours des droits. Absolument. C'est ça aussi l'important de l'état de droit. Absolument. Ceci étant, est-ce que, comme c'est prévu de garder quelqu'un à vue pour des raisons dont vous venez d'évoquer,
Cela suppose qu'on peut le garder comme on le voudrait ou bien il y a des questions de délai en pareille circonstance qu'il faut respecter. Ok, Nous allons vous merci. demander d'aborder cette question, que Ok. les gens comprennent. Effectivement, Voilà. effectivement, il y a des délais, absolument, il y a des délais. Sinon, on va basculer dans l'arbitraire. Ok. Voilà, puisque concrètement, c'est quoi la garde à vue? En fait, c'est le fait de placer la personne dans une cellule. Voilà, donc on ne peut pas enfermer la personne comme si elle avait déjà été condamnée. Donc il faut quand même qu'on prévoit des délais, voilà, durant lesquels va durer la période de garde à vue. Et légalement, la garde à vue, en temps normal, est de 72 heures. Ok. Voilà, pour les infractions qu'on peut dire de droit commun. Voilà, elle est de 72 heures. Et on peut la prolonger d'un délai de 48 heures en plus. Donc, elle ne doit pas dépasser donc 5 jours. Ça, c'est pour les infractions qu'on peut qualifier de droit commun. Mais à côté de ça, on a une catégorie d'infractions comme les actes de terrorisme, les actes de grand banditisme, les infractions liées aux stupéfiants. Souvent complexes. Voilà, qui sont complexes, des infractions complexes. Là-bas, la garde à vue minimale est de 15 jours. Voilà, qu'on peut prolonger à un délai de 10 jours, donc de 25 jours, tout au plus. Donc, voici les délais qui encadrent donc la garde à vue. Ok, merci beaucoup. Et donc, c'est bien clair. Et lorsque quelqu'un est placé en garde à vue, il y a des délais pour ça. Juste le temps que les enquêteurs puissent réunir le minimum d'informations afin de transmettre le dossier au procureur qui va orienter ça pour la suite de la procédure. Absolument, absolument. Voilà, donc maintenant je m'en vais vous demander est-ce que toute personne peut être mise en garde à vue? Je parle de faire allusion soit au genre ou à l'âge également. Est-ce que ou bien c'est les hommes seulement qui peuvent être gardés à vue? Ok, merci. C'est une question très pertinente. Il faut dire que l'âge est un critère essentiel, justement, sur lequel on peut quand même se baser pour décider de placer quelqu'un en garde à vue ou non. Et le code de procédure pénale dit que les mineurs de 10 ans, en principe, on ne place pas en garde à vue. Okay. Voilà, mais si on a des raisons évidentes, des indices graves et concordants qui établissent de manière indubitable qu'ils ont participé, ils ont commis une infraction, alors une peine d'emprisonnement, on peut effectivement les placer en garde pour un délai qui ne peut pas dépasser 48 heures. Okay. Et c'est vraiment très exceptionnel. Okay. Voilà, à côté de ça, on a les mineurs de 13 ans et plus, de 16 ans à 18 ans, et ils peuvent être placés, surtout les mineurs de 16 à 18 ans, on peut les placer en garde à vue, comme les majeurs. Okay. Encore une fois, la prolongation là-bas, c'est de 48 heures. Mais pour les mineurs de 10 à 13 ans, il n'y a pas de prolongation possible. Okay. Pour les mineurs de 13 ans, de 16 ans à 18 ans, on peut prolonger de manière très exceptionnelle, donc à un délai de 48 heures. Et les gardes à vue ne se passent pas comme pour les majeurs, on ne va pas les enfermer dans une cellule. Bon, ils sont gardés à vue, en principe, dans des conditions beaucoup plus moins difficiles, dans des conditions beaucoup plus allégées. Voilà, on peut les laisser dans la cour, dans une cellule bien aménagée, voilà, pas dans la cellule des gardes à vue des majeurs. Ça, c'est en principe. Mais les conditions de terrain souvent. La réalité sont souvent tout autre. En raison des moyens que disposent les OPJ. Les OPJ. Voilà. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Sinon, en dehors de ça, le genre, il n'y a pas une question de genre. Okay. La femme, l'homme, les personnes souffrant avec un handicap ou pas, on ne regarde pas ça. Okay. On regarde est-ce que vous êtes suspecté d'avoir commis ou d'avoir tenté de commettre une infraction punie d'une peine d'emprisonnement. C'est ça qui est l'indice. Et est-ce que si on vous garde à vue, cela va permettre à l'enquête de bien se mener? Est-ce que vous n'allez pas effacer des indices? Est-ce que vous n'allez pas entrer, n'est-ce pas, en communication avec des complices ou des témoins pour biaiser la bonne conduite de la procédure? Est-ce que si on ne vous garde pas à vue, on pourra vous présenter devant le procureur? Ce sont ces questions-là, en tout cas, que les OPJ se posent avant de décider donc de placer quelqu'un en garde à vue. D'accord. Okay, merci. Avant de poursuivre, je vais vous demander d'éclairer du moins sur la lanterne des téléspectateurs et des auditeurs sur la notion même d'OPJ. Ouais. Parce qu'on parle d'OPJ, mais c'est pas sûr que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent savent ce que ça veut dire. C'est vrai. Parce que les gens ont souvent des problèmes avec le langage judiciaire. C'est vrai. Donc, comme on est là pour permettre aux gens de comprendre, c'est peut-être des détails pour quelqu'un qui est du domaine, mais c'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai, effectivement. Voilà.
OPJ, c'est vraiment une déformation professionnelle. Ouais. Sinon, c'est officier de police judiciaire. Ok. Voilà. Les officiers de police judiciaire, entre guillemets, ce sont des enquêteurs. Ok. Voilà, ils sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves, de rechercher les auteurs et de les traduire donc devant le procureur du Faso. Donc, pour un résumé, c'est ceux-là qu'on appelle les OPJ. Ils sont soit dans les, comment on appelle ça, dans les commissariats de police ou encore dans les brigades territoriales de gendarmerie, dans les brigades de gendarmerie. Voilà, donc en résumé, voilà ce qu'on peut retenir. Donc, ils sont chargés des enquêtes. Voilà, ils sont chargés de chercher les auteurs des infractions, rassembler les preuves et, de comment je vais dire ça, de traduire ces auteurs-là et les preuves devant le procureur du Faso. Ce n'est pas tout gendarme ou tout policier qui est OPJ, non. Voilà, il y a un certain nombre de qualités, critères donc qu'ils doivent réunir. À côté d'eux, on a les APJ, voilà, qui sont comme ceux qui assistent ou qui aident les OPJ donc dans leurs tâches. Par exemple, eux, ils ne peuvent pas décider de placer quelqu'un en garde à vue. Ils ne peuvent le faire que avec la conduite et l'autorisation donc d'un OPJ ou d'un officier de police judiciaire. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Donc, ceci est très bien clair. Donc, c'est pour dire que, voilà, les OPJ, c'est les enquêteurs qui mènent leur enquête sous, bien sûr, la direction du procureur du Faso. C'est ça. Pour voilà, récolter les informations nécessaires pour la suite de la procédure. C'est ça. Ok, là c'est très bien dit. Ceci étant, on a parlé des délais, des droits, les conditions, voilà, après avoir défini ce que c'est que la garde à vue. Maintenant, vous avez parlé de les droits, tels que voilà, se nourrir. De plus souvent, nous apprenons que voilà, c'est la personne qui est arrêtée qui doit se prendre en charge. Est-ce que est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe en réalité? Ok. Dans les faits, il faut dire qu'il y a un vieux texte qui prévoit que lorsqu'une personne est placée en garde à vue, un montant, n'est-ce pas, soit affecté à sa prise en charge alimentaire. Et effectivement, les unités de police judiciaire sont dotées, voilà, par le ministère en charge de la sécurité pour pouvoir assurer ces rations-là. Mais en pratique, ce n'est toujours pas le cas. Ce qui fait que lorsqu'une personne doit être placée en garde à vue, il faut que je précise, d'abord on fait une palpation de sécurité pour s'assurer que la personne n'a pas d'objet dangereux. On peut faire une détection électronique pour voir si la personne... Si ça ne suffit pas, on fait une fouille carrément. C'est-à-dire qu'on va vous déshabiller, mais pas une personne du même sexe que vous. Voilà, et dans une cellule isolée. Voilà. Si à l'occasion de cette fouille-là, on constate que vous avez de l'argent, on peut vous suggérer. Voilà, en principe, c'est nous, on doit prendre en charge. Sinon, dans les faits, c'est le commissaire, c'est les gendarmes qui, souvent, déboursent de leur poche même pour pouvoir les nourrir. Souvent, c'est comme ça, c'est la réalité. Souvent, la plupart des temps, les dotations sont toujours insuffisantes en général, par rapport à la demande. À la demande. Donc, ce sont les commissaires, les gendarmes, les enquêteurs eux-mêmes qui déboursent de leur... Ils deviennent en quelque sorte une charge pour eux. Ils deviennent une charge. Voilà. Donc, souvent, c'est la personne même qui a porté plainte là. Souvent est obligé de concourir. Bon, pour que ce n'est pas bon, ça c'est rare, mais ça peut arriver. Maintenant, si la personne a les moyens nécessaires, ou si sa famille est à côté, voilà, on peut dire bon, en tout cas, vous pouvez lui apporter à manger. Voilà, matin, midi, soir. Ou si la personne a les moyens, elle peut débourser une somme, voilà, pour qu'on puisse lui permettre donc d'assurer sa ration quotidienne. Donc voilà, en pratique, comment ça se passe. Voilà, sinon, il y a une dotation pour permettre quand même si la personne n'a rien, qu'on puisse assurer quand même le minimum qui est sa nourriture et sa boisson. Voilà, bon, il y a des questions aussi souvent pratiques. Comme vous l'avez souligné entre-temps, il arrive des fois que quelqu'un vienne se plaindre et qu'on prend quelqu'un, on le met en garde à vue. À l'expiration, avant que le dossier ne soit transmis au procureur, pour des raisons de formalité ou autres, on peut libérer la personne. Et souvent, ça fait des grognes dans les quartiers. Voilà, que c'est la corruption, mais c'est parce que c'est un tel. Est-ce que vous pouvez éclairer un peu la lanterne des téléspectateurs et des auditeurs afin que ce soit clair? Effectivement. Alors, merci beaucoup. Effectivement, puisque en général,
on place en garde à vue pour les infractions qualifiées de flagrant. C'est d'ailleurs même comme ça. Les infractions qui viennent de se commettre, les infractions qui se commettent actuellement, ou lorsque la personne suspectée d'avoir commis l'infraction est retrouvée en possession de quelques objets qui laissent penser qu'elle a participé, ou bien est poursuivie par la clameur publique. Donc, on peut arrêter la personne, on commence les auditions, et puis on se rend compte que non, on n'a pas arrêté la bonne personne, par exemple. Ben, en ce moment, on sera obligé, quelle que soit la grogne populaire, de les libérer. Ça sera de l'arbitraire. Voilà. Ou bien deux, ben, on a écouté la personne, on a tous les éléments. Bon, on estime que la garde à vue n'est pas nécessaire. On n'a plus besoin de lui là-bas. On n'a pas besoin de lui. Bon, là aussi, c'est pas parce que la population grogne qu'on va continuer de détenir la personne. Ou bien la personne vraiment présente sérieusement des garanties de représentation. Voilà. Ou bien la personne présente peut-être une maladie, une pathologie qui fait que sa santé n'est pas compatible avec les conditions de garde à vue. Donc tout ça, ben, ça s'apprécie. Comprenez? Donc, ce n'est pas de l'arbitraire. Ce n'est pas parce qu'on veut chercher, n'est-ce pas, des éléments de culpabilité qu'on va quand même empiéter sur tout ce qui même relève du bon sens. Donc souvent c'est ça. On a regardé, il n'y a pas de complicité possible, il n'y a pas de concertation possible. La personne a une garantie de représentation. Bon, il n'y a pas de problème qu'on puisse citer les conditions. Si on constate que ces conditions ne sont pas réunies, ben, on peut laisser la personne librement. Voilà, ça n'a pas un lien avec la taille de sa bourse financière ou non. On regarde les conditions. Donc voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Donc aux téléspectateurs et aux auditeurs, ça veut dire que la question de la garde à vue, ce n'est pas déjà une décision de justice. Ce n'est pas une décision définitive. Effectivement. Donc, lorsqu'on est en phase d'enquête, et laisser les choses évoluer jusqu'à une décision. Effectivement. Et qu'on ne tire pas des conclusions déjà à partir de l'enquête préliminaire ou bien voilà, les enquêtes de police. Effectivement. Voilà, c'est des droits qui s'exercent. Effectivement. Jusqu'à ce qu'il y ait une décision définitive qui le prive de sa liberté. Effectivement. Et voilà, donc je pense que c'est important. Puis à cette étape, la personne est présumée innocente. Ouais. Voilà. Même jusqu'à ce que la personne soit déposée à la maison d'arrêt par le biais d'un mandat de dépôt. La personne est présumée innocente. Comprenez? Ouais. Donc, ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un qu'il est coupable. Ça, c'est important. Mais bon, le commun du mortel, si on vous a arrêté, c'est que vous êtes coupable. Certaines presses même se permettent déjà d'en déduire qu'on l'a arrêté parce qu'il a... Voilà, il a fait ça. Voilà. En fait, c'est pas bien dit. Ouais. On suspecte la personne d'avoir commis. Voilà. On ne peut pas établir de manière certaine, effectivement, que la personne a commis ce qui lui est reproché. Ok. Merci. C'est pas toujours simple avec le fonctionnement de la justice, étant donné que nous avons hérité d'un système qui n'est pas propre à nos coutumes. Effectivement. Donc ça fait que c'est toujours difficile, même dans le milieu intellectuel. Effectivement. Parlons pas de ceux qui ne sont pas allés à l'école. Effectivement. Donc je pense que avec ces genres d'émissions, ça permettrait aux gens de comprendre un peu les incriminations souvent que voilà, le système judiciaire fait face. C'est vrai. Les gens comprendront que bon, les choses souvent c'est pas de la volonté des acteurs. Effectivement. C'est le droit qui le prévoit. Effectivement. Et c'est avec ça qu'on aura une société peut-être plus ou moins disciplinée. Effectivement. Voilà. Même parlant de délai, on avait évoqué ça. Oui. Souvent les gens, quand vous arrêtez, par exemple, j'avais cité un certain nombre d'infractions qui permettent de dépasser le délai normal de 72 heures. Oui. Voilà. Quand vous arrêtez quelqu'un et que la personne fait une semaine, ben, on constate des tapages, on constate déjà la grogne. Et voilà, on a dit que 72 heures, mais pourquoi la personne est toujours... Effectivement, il y a toujours de l'amalgame. Voilà, on ne va pas s'approcher pour comprendre qu'en réalité, c'est parce que la personne est suspectée d'avoir commis une telle infraction qui ne rentre pas dans les cas de délai de 72 heures, que la personne est toujours en détention. Ouais. Donc ça crée toujours, ou souvent, des malentendus. On va dire, oui, bon, comme c'était un tel, il a même duré, il a fait 2 semaines. Alors que l'autre, comme lui, il est riche là, il a fait en 48 heures. Et même là encore, on peut commencer l'enquête aujourd'hui et puis boucler l'enquête aujourd'hui. C'est ça. Oui. C'est pas complexe. Oui, on peut commencer l'enquête aujourd'hui. La personne avoue. Oui, les faits sont simples. Voilà. Bon, on a pu réunir l'essentiel, les éléments constitués de l'infraction. Ouais. On a écouté les personnes qui peuvent apporter la lumière nécessaire. Ouais. On peut commencer une enquête ce matin et puis la boucler ce soir. Voilà. Comme on peut commencer et au bout de 3 jours, ce n'est pas simple. Il faut demander une prolongation. Encore une fois, avec vraiment des conditions bien précises. Ouais. Donc, ce n'est pas systématique. Voilà, les enquêtes n'ont pas la même taille parce que les infractions n'ont pas la même complexité. Ouais. Voilà, donc tout ça, bon, souvent, ça crée une incompréhension. Ou bien on arrête quelqu'un, on finit l'enquête et puis on la libère complètement.
Bon, pour quelqu'un qui souvent ne comprend pas, peut penser que non, c'est parce que la personne est allée payer de l'argent, parce que la personne a des acquaintances avec telle autorité, alors qu'on a mené l'enquête, mais bon, finalement, il n'y a rien. Donc tout ça, ça arrive. Voilà, donc il faut de la patience et en cas d'incompréhension, s'approcher des autorités pour comprendre. Voilà, nul n'empêche un citoyen, n'est-ce pas, qui a peut-être un parent ou qui a un intérêt d'aller vers le procureur pour dire « Ah, mon parent avait été arrêté, bon, on n'a rien compris, ou on avait arrêté telle personne, mais après la personne a été libérée. » Le procureur va se donner le devoir de vous expliquer, voilà, pour que vous puissiez bien comprendre. C'est aussi son rôle. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous sommes au terme de l'émission. Donc, on va vous dire beaucoup remercier le frère Ousmane Tendebeo, comme je le disais au début, c'est un substitut du procureur qui officie précisément au tribunal de grande instance, au parquet près du tribunal de grande instance de Koupéla. Donc, nous le remercions pour ces éléments d'information qu'il vient de partager avec nous. Et nous pensons que ce sera d'une utilité pour nos téléspectateurs et nos auditeurs. Donc, sur ce, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister pour d'autres émissions, qu'il fasse que bon, nous comprenons, qu'on comprenne mieux le fonctionnement. Et quand on comprend le fonctionnement, on est apte à accepter les décisions. Et c'est dans ça qu'on peut construire une nation solide, voilà, débarrassée des vindictes populaires et voilà, tout ce qui s'ensuit, qui trouve l'ordre public. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.